Dans le domaine d'Hollywood, peu de noms résonnent aussi profondément que celui de Marlon Brando, un titan dont la puissance cinématographique a défini une époque. Pourtant, aux côtés de sa présence imposante à l'écran, se trouvait une histoire de conflits familiaux et de tragédies personnelles, aucune n'étant plus intensément ressentie que dans la vie de son fils aîné, Christian Brando. Le chemin de Christian reflétait la célébrité de son père, mais il s'en éloigna tragiquement, plongé dans une spirale de batailles judiciaires, de toxicomanie et de pertes profondes. Leurs histoires entremêlées encapsulent les complexités de la célébrité, les périls de la renommée héritée et les échos persistants de leur mort tragique qui continuent de captiver et hanter le monde du cinéma. Plongeons dans les vies et les morts tragiques et tumultueuses de Marlon Brando et de son fils, Christian Brando. Les luttes des premières années de Marlon Brando. L'adolescence tardive de Marlon Brando, période durant laquelle il portait le surnom de Bud, fut aussi tumultueuse que son enfance. Dès son jeune âge, il montra un talent naturel pour le jeu d'acteur et se fit remarquer pour sa capacité à imiter divers animaux de ferme, utilisant souvent ce don pour détourner l'attention de sa mère de son problème d'alcoolisme. Cependant, son comportement turbulent éclipsa son talent. Brando devint célèbre pour ses tendances violentes à l'école et fut finalement expulsé du lycée de Libertyville pour avoir imprudemment conduit sa moto dans les couloirs. Il fut ensuite inscrit à l'Académie militaire de Shattuck, un internat prestigieux du Midwest. Pendant son séjour là-bas, il se fit connaître pour son comportement espiègle et son caractère rebelle. L'un des professeurs de l'école, Earl Wagner, fut le premier à remarquer le talent de Brando pour la comédie et décida de le prendre sous son aile. Malheureusement, en 1943, Brando accumula trop de sanctions, ce qui conduisit à son expulsion de Shattuck, malgré les efforts des étudiants et de Wagner pour le garder à l'école. Marlon Brando est né en 1924 dans le Nebraska de Marlon Brando Sr., un fabricant de produits chimiques, et de Dorothy Julia. Le jeune Brando dut endurer les démons de ses deux parents. Selon l'acteur, son père tyrannique était un alcoolique qui déchaînait fréquemment sa rage violente sur lui et sa mère. De plus, Brando Sr. ne cessait de critiquer son fils, lui inculquant un sentiment d'insécurité et d'infériorité durable. Pendant ce temps, sa mère cherchait refuge dans l'alcool pour échapper à ses propres souffrances. Brando croyait lui-même que son enfance troublée était la cause de ses difficultés avec la célébrité à Hollywood et son rapport à l'autorité tout au long de sa vie. Sa vie amoureuse tumultueuse, que nous aborderons plus tard, en souffrit également. En raison de l'abandon de sa mère, Brando développa une complexité qui le poussa à saboter ses relations avant qu'elles ne puissent atteindre leur conclusion naturelle. Rétrospectivement, Brando pensait qu'il aurait été mieux s'il avait grandi dans un orphelinat. Après avoir échoué à s'engager dans l'armée américaine, Brando se retrouva à un carrefour. Cependant, il décida de poursuivre sa passion de longue date pour le jeu d'acteur qui avait été éveillé pendant son séjour à Shattuck. Brando prit la décision audacieuse de tout quitter et de s'installer à New York. Une fois à New York, il entreprit un voyage d'apprentissage et de perfectionnement dans le domaine du jeu d'acteur. Il eut le privilège d'étudier sous la direction des célèbres acteurs Elia Kazan et Stella Adler. Adler en particulier lui enseigna la méthode Stanislavski de jeu d'acteur. Cette approche encourageait les acteurs à puiser dans les expériences du personnage pour évoquer une émotion authentique plutôt que de s'appuyer uniquement sur leurs propres expériences personnelles. Brando adopta pleinement cette méthode et perfectionna ses compétences en conséquence. En 1944, il fit ses débuts à Broadway avec la pièce I Remember Mama. C'est à cette époque que les critiques commencèrent à remarquer son talent exceptionnel peu après sa performance dans Truckline Café. Le talent exceptionnel de Marlon et son âge d'or. Marlon Brando était en passe de devenir un nom reconnu et respecté dans l'industrie. Sa performance dans Truckline Café renforça encore sa réputation de jeune acteur prometteur. Au cours des décennies suivantes, Brando serait reconnu comme l'un des acteurs de la méthode les plus exceptionnels de l'histoire. Tony Curtis le décrivait comme
la quintessence des acteurs d'aujourd'hui. Tous les acteurs depuis les années 1950 l'imitant. De nombreuses anecdotes circulent à Hollywood sur la manière dont il appliquait son talent. Dans le film Sur les quais de 1954, il utilisa spontanément un gant pour interagir avec le personnage d'Eva Marissin après que celle-ci l'eut accidentellement fait tomber pendant une répétition. Dans Truckline Café, le personnage de Brando devait apparaître sur scène comme s'il venait de sortir d'un lac glacé. Chaque soir, avant cette scène, Brando montait et descendait les escaliers à plusieurs reprises jusqu'à être essoufflé, puis demandait à un assistant de scène de le tremper avec un seau d'eau glacée. Lors de la préparation de son rôle dans le film de Fred Zinman, The Man, Brando insista pour rester au lit ou en fauteuil roulant dans un hôpital pour vétérans afin d'incarner pleinement l'état d'esprit d'un soldat blessé. Son mentor, Elia Kazan, a un jour fait remarquer que le jeune Brando semblait toujours porter sa propre lumière de projecteur. Marlon Brando s'éleva rapidement au rang de célébrité après une période de succès à Broadway, marquée par sa performance dans Un tramway nommé Désir. Il fit sa première apparition à Hollywood avec The Man. Par la suite, il joua dans Viva Zapata, Jules César et L'équipé sauvage. Mais c'est son rôle dans Sur les quais qui cimenta véritablement sa réputation. Fait intéressant, Brando préférait éviter les projecteurs. Cela fut évident lorsqu'il rejeta irrespectueusement le célèbre réalisateur Roberto Rossellini, simplement parce que ce dernier lui avait témoigné de l'admiration. Ellen Adler, fille de Stella et proche de Brando, déclara qu'il avait une fascination profonde pour l'observation des gens. Cependant, sa célébrité entrava cette passion, car les gens commencèrent à se concentrer sur lui plutôt que sur les sujets qu'il avait l'habitude d'étudier. Ce changement se produisit après qu'il eut acquis une certaine reconnaissance, modifiant ainsi la dynamique par rapport à ce qu'elle avait été avant son ascension. En 1944, la performance exceptionnelle de Brando dans le rôle de Terry Malloy dans Sur les quais lui valut son premier Oscar. Les années de gloire de Marlon Brando furent sans doute durant les années 1950. Sur les quais et Un tramway nommé Désir furent tous deux acclamés, établissant sa réputation d'acteur talentueux. De plus, ses apparitions dans des films tels que Les Révoltés du Bounty consolidèrent encore davantage sa popularité auprès du grand public. Parmi les réalisations de Brando pendant cette période figure la victoire d'un Oscar, 3 autres nominations, la réalisation de son premier long-métrage, La vengeance aux 2 visages et son statut d'un des acteurs principaux les plus fiables d'Hollywood. Début de la chute et renaissance de Marlon Brando. Dans les années 1960, la réputation de Brando parmi ses pairs commença à décliner. Son comportement était considéré comme erratique et imprévisible, ce qui causait de la frustration chez ses costars en raison de son habitude d'improviser des répliques et d'exiger de nombreuses reprises. En outre, il critiquait ouvertement la profession d'acteur qu'il jugeait dénuée de sens et voyait Hollywood comme un simple moyen de gagner de l'argent. La qualité des films dans lesquels il apparut durant cette décennie était généralement inférieure à celle de son travail des années 1950. Au moment où il obtint un rôle qui allait redéfinir son héritage, Brando était perçu dans l'industrie cinématographique comme un acteur égocentrique et fini. La carrière de Marlon Brando fut relancée par le film Le Parrain. Son interprétation de Don Vito Corleone, le puissant et protecteur chef de la mafia à New York, devint une performance iconique. Le succès du film au box-office témoigna du talent de Brando, rapportant 135 millions de dollars aux États-Unis seulement et acquérant une réputation comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. De plus, l'interprétation exceptionnelle de Brando lui valut un second Oscar. Cependant, Brando surprit la communauté hollywoodienne avec une décision audacieuse juste avant la cérémonie des 45e Academy Awards. Il annonça qu'il boycotterait l'événement et enverrait à sa place Sacheen Littlefeather, une actrice amérindienne relativement inconnue, pour accepter le prix en son nom. Littlefeather
transmit le mécontentement de Brando concernant le traitement des Amérindiens à Hollywood, recevant à la fois des huées et des applaudissements de l'audience. Cette apparition déclencha une vague de critiques de l'industrie du cinéma, mais attira également l'attention sur un problème majeur touchant plus de 85 millions de personnes. Indéniablement, cela reste l'une des déclarations les plus marquantes de l'histoire des Oscars. Le film épique sur la guerre du Vietnam, Apocalypse Now, solidifia le statut iconique de Marlon Brando, mais non sans difficulté. La production du film est réputée comme l'une des plus chaotiques de l'histoire du cinéma. Initialement prévu pour un tournage de 14 semaines aux Philippines, il se transforma rapidement en un cauchemar logistique, entre conditions météorologiques défavorables et circonstances malheureuses. Martin Sheen fut appelé pour remplacer Harvey Keitel après 2 semaines, mais il dut lutter contre l'alcoolisme. Pendant ce temps, Francis Ford Coppola réécrivait constamment le scénario tout en tournant. L'équipe fut confrontée à de nombreux problèmes de santé et les hélicoptères utilisés pour les scènes de combat furent rappelés pour des missions de guerre réelles. À cela s'ajoutaient les complications causées par Brando lui-même. Lorsqu'il arriva sur le plateau pour incarner le colonel Kurtz, un légendaire béret vert, il pesait près de 140 kilos. Brando n'avait fait aucun effort pour se préparer au rôle, ne connaissant pas les détails du personnage et n'ayant appris que quelques répliques. À un moment donné, il se rasa même complètement la tête et improvisa toutes ses scènes. De plus, Brando insista pour être plongé dans l'obscurité pendant la majeure partie du film. Bien que Apocalypse Now devienne finalement un véritable classique, le mécontentement de Brando concernant ses royalties le conduisit à mépriser Coppola et le film jusqu'à la fin de sa vie. Pas un parrain, mais bien un mauvais père. Dans son autobiographie, l'ex-femme de l'acteur légendaire a révélé ses souvenirs avec son célèbre mari. Pour la première fois, le public a découvert les secrets de la vie tumultueuse de Brando et la tentative de suicide de leur fille Cheyenne. Le livre, intitulé « Marlon, mon amour et ma douleur » par Tarita Terry-Paya, raconte leur mariage épuisant de 43 ans, qui débuta lorsque Brando arriva à Tahiti en 1960 pour tourner Les Révoltés du Bounty. Terry-Paya jouait l'intérêt amoureux de Brando dans le film. L'image du parrain se dévoila comme une figure monstrueuse, imprévisible et instable. Il était souvent furieux et grossier, mais immédiatement après, il devenait doux et aimant. Terry-Paya déclara un jour à Brando qu'elle écrirait un livre sur sa vie pour surmonter les douleurs du passé. XO Publishing a sorti les 50 000 premiers exemplaires en France et est en train de négocier la vente des droits à des éditeurs étrangers. Terry-Paya déclara tristement « Nous avons vécu horriblement et traversé beaucoup de souffrances. Marlon n'en a jamais parlé. Mais je veux que mes descendants connaissent l'histoire douloureuse de notre famille. » Selon Terry-Paya, Brando voulait avoir des enfants avec elle à un moment donné, mais lorsqu'elle est tombée enceinte, il changea d'avis et demanda un avortement. Elle refusa. Ils eurent un fils, Teiotu, puis une fille, Cheyenne. Brando visitait fréquemment Tahiti, acheta une maison pour Terry-Paya et investit une somme considérable dans l'atoll de Tetiaroa en 1966, où ses cendres furent également dispersées. Brando aimait beaucoup sa fille, mais lorsqu'elle montra des signes d'instabilité, il l'abandonna et l'envoya dans des établissements psychiatriques. Il cessa toutes ses visites à Tahiti et ne les appela plus. Les deux endurèrent encore plus de souffrances lorsque Christian Brando, le fils du parrain avec l'actrice Anna Kashfi, tua le petit ami de Cheyenne en 1990. Cheyenne ne s'en remit jamais. Elle se suicida en 1995 à l'âge de 25 ans. Pendant les moments difficiles de Terry-Paya, Brando lui dit enfin « Je t'aime » après des décennies de vie commune. Malgré la distance de milliers de kilomètres entre eux et les nombreuses liaisons de Brando, il exerça toujours une influence significative sur la vie de Terry-Paya. Elle dit « Il m'a charmé et en même temps, il m'a effrayé. Il m'a tant donné. Quand j'étais avec lui, je me sentais protégé. »
des dernières années misérables. Les dernières années de Marlon Brando furent loin d'être glorieuses. Il joua dans quelques films dans les années 80 et 90, tels que The Formula, Christophe Colomb, La Découverte et L'île du docteur Moreau. Malheureusement, la plupart de ces films furent durement critiqués et échouèrent au box-office. Pour aggraver les choses, le nom de Brando apparaissait fréquemment sur la liste des nominés aux Razzie Awards. Les médias se concentrèrent principalement sur sa famille, en particulier sur Christian et Cheyenne, alors que sa santé se détériorait en partie à cause de son obésité. Son comportement perturbateur sur les plateaux de tournage avait depuis longtemps perdu de son charme, et la déchéance de Brando atteignit son point le plus bas à l'été 2004. Il mourut d'une fibrose pulmonaire dans un hôpital de Los Angeles à l'âge de 80 ans. Il laissa derrière lui un héritage marqué non seulement par sa rébellion, son charme et son talent incomparables, mais aussi par la violence, la mort et la maladie. Brando, renommé pour ses compétences d'acteur exceptionnelles, était largement considéré comme l'un des acteurs les plus estimés de l'ère post-guerre. L'American Film Institute le classe comme la 4e plus grande star masculine à avoir fait ses débuts à l'écran avant ou pendant 1950. Ses performances remarquables et sa présence captivante à l'écran lui valurent l'admiration des critiques. Brando joua un rôle important dans la popularisation de la méthode de l'actor studio et est largement reconnu comme l'un des plus grands acteurs de cinéma du XXe siècle. En 1999, Time Magazine l'inclut dans leur prestigieuse liste des 100 personnes les plus importantes du siècle, faisant de lui l'un des 6 acteurs à recevoir cet honneur. Ils le distinguèrent également du titre d'acteur du siècle dans cette même liste. L'impact de Brando sur le cinéma fut profond, révolutionnant la manière dont les acteurs abordaient leur métier. Son engagement envers ses rôles et sa capacité à s'immerger totalement dans ses personnages établirent une nouvelle norme pour le jeu d'acteur à Hollywood. Ses performances dans des films emblématiques tels que Un tramway nommé Désir, Sur les quais et Le Parrain sont encore vénérées à ce jour. Son fils mourut 3 ans plus tard. En tant que premier enfant du légendaire Marlon Brando, Christian Brando avait beaucoup à prouver. Aîné des 11 enfants de Marlon, et le seul avec sa première femme, l'actrice britannique d'origine indienne Anna Kashfi, Christian était l'héritier de la fortune de 20 millions de dollars de son père. Avec la célébrité, l'argent et les privilèges à ses côtés, la vie de Christian aurait pu suivre de nombreuses voies. Cependant, la tragédie semblait le poursuivre partout où il allait. Contrairement à son père, dont le nom est associé à certains des films les plus puissants du XXe siècle, Christian est surtout connu pour avoir tué un homme et pour son implication dans le procès pour meurtre de son ex-petite amie, Bonnie Lee Bakley. En janvier 2008, Christian Brando est décédé d'une pneumonie dans un hôpital public en tant que pauvre. Il avait 49 ans et avait été admis à l'unité de soins intensifs du Hollywood Presbyterian Medical Center 2 semaines auparavant. « C'est une période triste et difficile pour la famille », déclara son avocat. La famille révéla également que Brando était dans le coma au moment de sa mort et que les médecins l'avaient déplacé sous respirateur, soulignant la gravité de sa maladie. Son père, décédé 3 ans et demi plus tôt, aurait été horrifié par les circonstances de la mort de son fils aîné, selon George Englund, un vieil ami de Marlon Brando. Il y a un vieux dicton: quand 2 éléphants se battent, l'herbe est blessée. C'est ainsi que je vois Christian, expliqua Englund au Guardian en faisant référence à la bataille pour la garde entre Marlon et Anna Kashfi. Il était l'herbe blessée sur laquelle 2 féroces éléphants se sont battus pendant toutes ces années. La mort de Christian Brando n'a pas mis fin au chaos familial qui l'avait suivi tout au long de sa vie. Après sa maladie et sa mort au Hollywood Presbyterian Medical Center, ses proches n'ont pas pu s'entendre sur les raisons pour lesquelles le mode de vie de Brando aurait conduit à sa pneumonie.
son ex-petite amie, son ex-femme, ses demi-frères et sœurs, et sa mère se disputaient sur tous les arrangements posthumes, y compris la question de savoir s'il fallait ou non pratiquer une autopsie pour enquêter sur les circonstances de sa mort. Son ex-femme, Deborah Presley, fut particulièrement perturbée par le fait qu'il n'avait pas été hospitalisé plus tôt et n'avait pas d'assurance santé au moment de sa mort dans un hôpital public. Marlon avait toujours dit que la personne en charge de la succession devait connaître la dynamique familiale, confia Presley au Guardian, affirmant que Christian avait toujours été la priorité de l'acteur. Marlon voulait que Christian ait toujours un toit au-dessus de sa tête, et il devait toujours avoir une assurance santé. Marlon savait que Christian ne pouvait pas s'occuper de lui-même. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles entreprit une autopsie, mais celle-ci fut non concluante. Né dans les épreuves et les conflits, Christian Brando semblait destiné à une vie tumultueuse, en raison de ses célèbres parents et de leurs querelles féroces. Même son prénom fut un sujet de discorde entre Marlon Brando et Anna Kashfi, après qu'il devint une preuve présumée de l'une des liaisons de Marlon. Selon le biographe de l'acteur, le bébé fut nommé d'après l'acteur français Christian Marquand, un proche ami de Marlon depuis des années, qui fut également choisi pour être le parrain de l'enfant. Cependant, Kashfi nourrissait des soupçons sur la relation entre son mari et Marquand. Rien qu'à la façon dont Marlon lui parlait, se tortillant comme une femme, aurait-elle observé, confiant à ses amis qu'il semblait particulièrement affectueux lorsque Marquand séjournait dans la maison du couple à Los Angeles. Finalement, elle fut convaincue que les deux hommes avaient entamé une relation sexuelle. Kashfi fut furieuse à l'idée que son fils ait été nommé d'après l'amant masculin présumé de Marlon, et elle ne l'appela jamais Christian. Selon l'ex-femme de Christian, Deborah Presley, sa mère l'appelait plutôt par son deuxième prénom, Davy. Sa mère ne l'appelait que Davy et son père ne l'appelait que Chris ou Christian, raconta Presley. Il était tellement fragmenté dès le départ, il n'avait aucune chance. Les premières années de Christian Brando furent marquées par une féroce bataille pour la garde entre ses parents. Marlon Brando et Anna Kashfi vécurent une romance tourbillonnante, se mariant en 1957 et divorçant en 1959, un an après la naissance de Christian. L'ancien couple se retrouva au tribunal pour ce qui allait devenir une bataille pour la garde de plusieurs années. Christian vécut avec sa mère pendant les 5 premières années après le divorce, mais le caractère incontrôlable de Kashfi, dû à sa consommation de drogue et d'alcool, servit de motif à un juge pour lui retirer ses droits de garde en 1964. Marlon n'obtint la garde de Christian qu'en 1972, alors qu'il avait 13 ans. Christian passa ses 8 années à vivre avec sa tante, élevé par des nounous et envoyé dans une école privée près de Los Angeles. Quand j'ai récupéré Christian, il était un véritable cas d'instabilité émotionnelle, déclara Marlon selon un autre article du Los Angeles Times de 1991. Marlon expliqua que son fils aîné avait commencé à consommer de l'alcool et de la marijuana dès l'enfance, une démonstration de l'impact qu'avait eu la bataille pour sa garde sur Christian. Christian trouva peu de réconfort dans la vie avec son père, connu pour ses nombreuses relations et ses nombreux enfants. La famille changeait constamment de forme. Je m'asseyais à la table du petit déjeuner et je disais « Qui es-tu » expliqua Christian à propos de cette époque. Christian Brando avait 13 ans lorsqu'il se retrouva inexplicablement en Basse-Californie, au Mexique, en 1972. Tout commença lorsque sa mère, Anna Kashfi, le récupéra de l'école à Los Angeles après qu'il ait mis le feu à son dortoir. Kashfi partageait la garde de Christian avec Marlon Brando, mais celui-ci était en France, travaillant sur Le dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Ce qui s'est passé ensuite reste flou. Kashfi emmena Christian de l'autre côté de la frontière, accompagné de son ami James Wooster, et les laissa tous deux dans une chambre d'hôtel à Basse-Californie avant de retourner à Los Angeles. À son retour pour récupérer Christian, ni l'enfant ni Wooster n'étaient là. Kashfi informa la police mexicaine qu'elle pensait que son fils avait été kidnappé.
Marlon engagea un détective privé pour rechercher Christian, qui le retrouva avec un groupe d'hommes et de femmes vivant sous une tente. Le groupe expliqua à la police que Kashfi leur avait offert 10 000 $ pour cacher Christian. Après cette expérience traumatisante, Christian développa un intérêt pour les armes et commença à en acheter, car il était très effrayé à l'idée d'être à nouveau kidnappé, selon l'un de ses amis. Après cet incident, Marlon obtint la garde exclusive de Christian et l'emmena en France, grandir dans un environnement de drogue, de crimes et de procès. Christian Brando commença à prendre du LSD alors qu'il était encore adolescent, marquant le début d'une lutte de toute une vie contre la toxicomanie. Marlon Brando avait obtenu la garde de son fils après une autre bataille judiciaire avec Anna Kashfi. Et c'est lui qui dut payer la caution de Christian lorsqu'il fut arrêté pour possession de marijuana en 1974. Selon son biographe, l'adolescent subit un sermon de 15 minutes de la part de Marlon, qui demanda même aux policiers de le soutenir. Malgré les efforts de l'acteur pour éloigner son fils des drogues, Christian parvenait toujours à en trouver dans leur quartier de stars, en volant de la marijuana à des voisins comme Jack Nicholson. « Si tu refais ça, je te casse les doigts, mec », lui aurait dit Jack après l'avoir surpris en pleine action. Marlon fit suivre à Christian un programme de désintoxication à l'hôpital St. John's, bien que Christian en fût expulsé après 3 jours. Il rejoignit plus tard les alcooliques anonymes après que sa dépendance à la cocaïne eut atteint une addiction de 500 $ par jour. Lors de son procès criminel en 1991, Christian parla de l'influence de sa mère Anna Kashfi sur son enfance à travers ses propres dépendances, révélant qu'il n'avait pas été en contact depuis 3 ans. « J'ai grandi avec une mère extrêmement violente. Elle buvait et nous avions beaucoup de problèmes, expliqua-t-il. Toute ma famille, sauf mon père, est alcoolique. » Le monde de la famille Brando fut bouleversé le 16 mai 1990, lorsque Christian Brando tua Dag Drolet, le compagnon de sa demi-sœur, Cheyenne Brando, alors enceinte de 8 mois. Il se trouvait dans la maison de Marlon Brando à Beverly Hills lorsque Christian confronta Drolet, préoccupé par le fait qu'il maltraitait Cheyenne, selon The Guardian. Plus tôt dans la soirée, Cheyenne aurait raconté à Christian les actions violentes de son petit ami, ce qui le poussa à confronter Drolet plus tard. En janvier 1991, Christian accepta de plaider coupable pour homicide involontaire au lieu d'être jugé pour meurtre au 1er degré. Les procureurs lui proposèrent cet accord après que les autorités françaises jugèrent Cheyenne mentalement incompétente, ce qui poussa plusieurs juges à refuser les demandes des procureurs de la faire témoigner. Lors de la sentence, Marlon plaida pour une peine réduite pour son fils. « Je pense que j'ai peut-être échoué en tant que père. Je suis certain qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment si j'avais mieux su à l'époque. » Christian a déclaré qu'il s'était rendu chez son père avec son pistolet .45 pour intimider le petit ami de Cheyenne. « Je ne suis pas entré dans cette pièce pour tuer Dag Drolet. Je voulais juste lui faire peur, » confessa Christian. Il expliqua que lui et Drolet s'étaient battus pour le pistolet, provoquant un coup de feu. Le diagnostic ultérieur de Cheyenne fit douter Christian de ses accusations contre Drolet. « Je me sens comme un idiot d'y avoir cru », ajouta-t-il.